Salut la Bulls Nation, on se retrouve après une petite dizaine de jours où cette coupure elle a fait mais un bien incroyable. Franchement, elle arrivait à point nommé, il était grand temps de faire une pause avec tout ça parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, j'avais besoin de souffler, de réfléchir à quelle suite donner à tout ça parce que j'étais tellement énervé après la deadline. Et donc j'ai pris donc le temps de la réflexion. Clairement, ce qu'il en est ressorti, c'est que mon amour pour cette franchise et pour cette ville de Chicago surtout ne bougera pas. Ça c'est pas négociable. Ce qui est clair aussi, c'est que j'ai été vraiment déçu des événements avec la deadline et tout ça, des déclarations après la deadline surtout. Parce que perdre des matchs, bon, bah voilà, jouer bien ou mal, bon, bah ça c'est pas vraiment un souci. Ça fait partie de la vie d'un supporter, d'un fan d'une équipe, de toutes les équipes qui existent dans tous les sports. Mais que les mecs qui sont à la tête de l'équipe que tu supportes te mentent ouvertement pour cacher leur incompétence et te prennent pour des cons, mais clairement, ça j'ai déjà un peu plus de mal à l'encaisser. Donc clairement, j'ai plus du tout la moindre confiance en ce que dit et ce que fait Arthur Ascaris-Chovas. Mais on va plus l'entendre d'ici la fin de saison. Donc, on va se focaliser sur la fin de saison et les matchs qui restent et voir ce qu'on peut observer sur ces matchs-là. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. J'explique à chaque fois en début de saison et plusieurs fois pendant les saisons que bah, j'ai parfaitement conscience qu'avec ce front office, tu vas rien faire. Surtout tant que les Reinsdorf seront encore proprios, on n'est pas prêt de gagner un titre, de ne serait-ce que être régulièrement en playoff. Donc, voilà, les ambitions, elles sont très basses. Donc je m'attends à rien de la part de cette équipe tant que ce sera les Reinsdorf à la tête. Peu importe qui sera le GM, de toute façon, il fera ce qu'on lui dit de faire. Et voilà, donc voilà, la seule chose qui m'intéresse, c'est je rentre du taf à 4 heures du matin, je me pose devant le match, je veux voir quelque chose d'intéressant. Voilà, le développement des jeunes, bien jouer, voir un match agréable ou quoi. Voilà. De toute façon, j'ai pas d'autre choix que de m'en contenter parce que sinon, bah, autant lâcher l'affaire, quoi. Tu t'arrêtes de suivre les Bulls, quoi. Donc voilà, j'espère juste voir des matchs intéressants jusqu'à la fin de la saison régulière et pas des blowouts dégueulasses comme on a vu entre la deadline et la coupure All-Star parce que ça, c'était quand même franchement dégueulasse. Donc on a eu des matchs depuis, mais avant ça on va quand même parler de ce qui s'est passé pendant la deadline, même si je sais pas s'il faut vraiment trop revenir sur le concours de dunk de Matas Bouzelis, parce que bon, c'était quand même très laborieux tout ça. Le premier dunk était intéressant, mais il a loupé toutes ses tentatives alors qu'il les passe régulièrement aux échauffements ou dans les entraînements. Donc c'est un truc qu'on l'a vu faire plein de fois, il le passe tranquille, et puis là, bah, je sais pas, le stress, je sais pas. Mais il a tenté le truc 4 5 fois et dans le temps qu'il avait, il n'a pas réussi à le placer. Donc du coup, bon bah tout de suite ça a miné le reste de son concours. Parce que même si son deuxième dunk est plutôt sympa et intéressant, quand tu commences ton concours en loupant toutes les tentatives du premier, bon bah derrière ça te met mal quoi. Et puis même s'il l'avait passé, honnêtement, quand tu vois McClung qui tape que des 50 et qui gagne son troisième concours de suite, tu te dis que bon, il y avait. Voilà, au meilleur des cas, il aurait fini deuxième, quoi. Mais bon, là, il finit bon dernier de ce concours. Et puis, bah voilà, c'est une expérience. Il pourra tenter d'y retourner dans le futur et peut-être essayer de le gagner à ce moment-là, on ne sait pas. Mais bon, c'est clair que là, c'était quand même assez laborieux, quoi. Donc voilà. C'était sympa de voir qu'il y avait quelques Bulls dans les tribunes qui étaient venus un peu le soutenir. Il y avait Josh Giddey, il y avait Lonzo Ball. Il me semble qu'il y avait Patrick Williams aussi. Donc voilà, après pour le reste du All-Star Weekend, rien à dire. J'ai rien regardé, ça m'intéresse pas. Des retours que j'en ai eu et des 2-3 highlights que j'ai pu voir passer sur Twitter ou quoi. Bon, on peut pas franchement dire que ça m'a enflammé, on peut pas dire que c'était une réussite sur All-Star Weekend. Donc voilà, ma foi, c'est comme ça reste. Et puis ouais, de toute façon, j'avais besoin d'une coupure, donc j'ai franchement suivi au minimum, quoi. Donc ensuite, on a eu le droit à la reprise des entraînements pour les Bulls le mardi, qui était l'occasion d'avoir un petit peu des news des blessés aussi. Lonzo Ball était malade depuis quelques temps, donc il avait enfin l'opportunité de faire son retour. Il avait loupé 4 matchs. Et surtout, on attendait des nouvelles de Patrick Williams qui s'était blessé au dernier match avant la coupure. Il avait pris un coup sur le genou droit face aux Pistons.
Et donc, bah, comme d'habitude avec le staff des Bulls, hein, le staff médical, tu sais que un jour ils te disent un truc, le lendemain c'est l'inverse. Au départ, on te dit Patrick Williams, ça va. Il a pris un coup, mais il peut jouer. Il s'est entraîné normalement le mardi, le mercredi. Donc le jeudi, ça devrait aller. Et le jeudi matin, on t'annonce il a subi une injection de plasma dans son genou droit pour soulager des inflammations dans un tendon du genou. Et c'est des douleurs qui sont chroniques chez lui. Et donc là, il avait besoin, tu vois, c'était plus violent que d'habitude, on va dire. Et donc, il a eu besoin d'une injection de plasma pour calmer le truc. Et il sera réévalué 2 semaines plus tard. Donc, bon, bah, voilà, il s'entraîne bien. Ah, ouais, en fait, on lui a mis une injection de plasma parce que. Donc, voilà, le staff des Bulls, on va pas revenir sur ça, hein, parce qu'on a déjà fait assez de coups de gueule sur ça. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, le jeudi soir, il était donc évidemment pas là. 2 semaines d'absence minimum pour lui maintenant. On va voir comment ça va se dérouler, hein. À mon avis, il va pouvoir jouer de la saison. Mais c'est comme ça. Et donc, reprise à New York le jeudi soir dans un match pas si vilain que ça au global. Faut le dire vite, hein. Il y a quand même eu des passages assez dégueulasses, hein. Mais bon, c'est un match que tu perds en prolongation sur des possessions peu inspirées au moment où tu avais l'opportunité au moins d'aller gagner ce match-là. La dernière possession avant la prolongation, Vooch qui est servi sous le cercle, il reste 2 secondes, il y a une remise en jeu. Vooch, il est sous le cercle, il est gardé par Bridges. Il a la balle, il se retourne, bam, il se fait bâcher par Bridges. Tu te dis, bon, ok. Tu vas en prolongation. Dernier tir du match, Kobe White qui est très très bien défendu par Ashua, faut le dire, très très grosse défense d'Ashua, et qui l'empêche de prendre un tir à 3 points qui aurait pu offrir la victoire aux Bulls. Donc du coup, Kobe est obligé de passer la balle. Il trouve Vooch en tête de raquette qui tente un tir désespéré au buzzer qui rentre pas. Et derrière, tu le perds 113-111. Mais dans l'ensemble, à part le premier quart-temps, on va y revenir, c'était quand même un match relativement agréable, avec des perfs assez intéressantes. À commencer par Josh Giddey, qui lui adore le Madison Square Garden, hein. Quand il est venu 2 fois avec OKC, il a signé 2 triples-doubles. Bon là, il a signé que 4 passes décisives, donc pas de triple-double pour lui, mais surtout, il a signé des season high au point. Il a mis 27 points. Et au rebond avec 16 prises. Et il est devenu d'ailleurs le premier arrière des Bulls à faire un match à au moins 25 points et 15 rebonds depuis, au moment de tambour, Michael Jordan, évidemment. À chaque fois qu'un type sort une grosse perf, c'est le premier à le faire depuis Michael Jordan. Donc voilà, c'était en 97, je crois que Jordan avait fait un match à au moins 25 points et 15 rebonds. Et donc c'était Josh Giddey, le premier arrière des Bulls à faire ça depuis. Et dès le début, on l'a vu impliqué. Genre, dès le premier quart-temps, il a pris 8 rebonds, dont 3 offensifs, quoi. Donc, il était vraiment très, très appliqué dès le début. Faut dire aussi que le premier quart-temps, c'était un festival de briques incroyable, hein. Les deux équipes shootent à moins de 30%. Donc, tu dis, ah ouais, la reprise, ça repart sur des bases assez solides quand même, quoi. Donc, il y avait matière à récupérer des rebonds et il l'a très, très bien fait. Et puis, en deuxième mi-temps, il a accentué son scoring avec beaucoup, beaucoup d'attaques du cercle. Un peu comme Karl Anthony Towns, quoi, tu vois. Première mi-temps, il était dégueulasse, 2 sur 11 au shoot. Tu te dis, bon, bah, on arrive à le calmer un peu. Troisième quart-temps, 20 points, 9 sur 10 au shoot. Il met les 9 premiers tirs. Ah, ok, bon, bah, il s'est réveillé, il nous a défoncé. C'est presque devenu un duel Giddey-Towns dans le troisième quart-temps, qui est devenu un duel Giddey-Bronson dans le quatrième quart-temps. Mais l'Australien a été capable de claquer plusieurs paniers à 3 points qui ont remis les Bulls dans le match, qui leur ont permis de garder le contact. Jusqu'à donc aller en prolongation où les Knicks ont fait la différence avec Karl Anthony Towns qui a mis plusieurs paniers et les Knicks qui ont signé quelques séquences défensives intéressantes, dont la dernière possession avec Ashua qui empêche totalement Kobe White de prendre un bon shoot. Donc, néanmoins, j'ai aimé les efforts défensifs, hein. On a vu des aides, on a vu des box-out, on a vu des mains actives, on a vu des bonnes rotations. Tu sens qu'ils ont profité de la coupure pour régler quelques petits trucs. Les nouveaux ont pu voilà, trouver un peu des automatismes avec le reste de l'équipe. Le banc a été très productif. Mon petit Phillips, alors oui, il joue parce que Patrick Williams est blessé, mais au moins, voilà, quand il joue, il se montre. Il a signé 12 points qui sont encore en carrière. Il a fait des super choses défensivement aussi. Kevin Huerter, qui était dégueulasse après la deadline et qui là
a semblé déjà bien plus à l'aise. Comme je disais, voilà, les nouveaux qui ont réglé des automatismes, qui ont pu créer des automatismes avec les autres. Et clairement, Kevin Porter, c'est peut-être celui qui a le plus profité de la coupure pour ça. On l'a vu, voilà, rentrer des catch and shoot, être plus à l'aise dans ses déplacements et être mieux trouvé. Donc voilà, il a pu profiter un peu de ça. Collins a eu des minutes et a été correct aussi. Trey Jones aussi, dans l'ensemble, a fait des choses intéressantes. En vrai, sur ce match-là, à part Vooch qui a été catastrophique, avec pas mal de choix dégueulasses et une adresse très très basse, Kobe, qu'on a surtout vu en prolongation, mais sur le reste du match, bon, bah, c'était assez laborieux. Et puis Ayo et Matas qui ont été maladroits. Le reste, c'était quand même assez intéressant. Et dans le reste, il faut parler de Lonzo Ball. Donc, comme on disait, il avait loupé les 4 derniers matchs parce qu'il était malade. Et donc là, il faisait son retour. Il n'avait pas joué depuis quasiment 2 semaines. Alors, certes, niveau adresse, là aussi, c'était pas terrible, hein. Il a loupé pas mal de shoots. Et donc, notamment celui qui aurait pu permettre de gagner le match juste avant l'action où Vucevic se fait bâcher par Bridges. Mais voilà, il a quand même voilà, été présent défensivement. Il a fait, voilà, comme d'habitude, des interventions dans le bon tempo, des retours défensifs, etc. Des trucs vraiment intéressants. Et puis, il a claqué un énorme alley-oop où tu me vois que son genou, ça va. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a quand même eu très très peu de soucis depuis le début de la saison. Il a pas raté de match à cause de son genou. Alors, il reste ménagé sur les back-to-back, mais il avait loupé des matchs à cause de son poignet en novembre. Là, il était malade. Mais à aucun moment on a dit ouah, il a fait une rechute au niveau de son genou. Donc, et là, le voir claquer des dunks comme il a fait sur ce match-là, c'est vraiment encourageant pour la suite. Et la suite, bon voilà, il a pu aussi s'exprimer sur ça parce que donc il a prolongé son contrat, comme on l'a dit. Et il a expliqué que voilà, les Bulls voulaient qu'il reste. Et lui aussi voulait rester, ben, voilà, parce que les Bulls l'ont soutenu dans les moments difficiles qu'il a traversés ces dernières années. Et il considère les Bulls comme une famille, et avec tout le soutien qu'il a eu de la part des autres joueurs de l'équipe, de la part du front office, etc., qui était toujours derrière, qui à aucun moment s'est dit on va le trader, on va le dégager, on va le faire revenir, on sait ce qu'il est capable de faire. Et s'il revient bien, ça peut bien se passer. Et ça a été tout au long de la saison le, la- c'est la belle histoire, quoi. C'est la belle histoire de voir Lonzo Ball réussir un retour pareil après tout ce qu'il a traversé, avec tous les gens qui disaient il est foutu, il pourra pas revenir, il peut même plus marcher, nanana. Que ce soit des mecs comme Stephen A. Smith ou n'importe quel fan sur Twitter en disant non, faut lâcher l'affaire avec Lonzo. Voilà, là le voir revenir et faire ce qu'il fait, c'est quand même super, super plaisant. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et tout au long de la saison, on l'a dit, Lonzo Ball il fait plaisir, il régale. Et là, s'il revient pour 2 saisons de plus à un tarif beaucoup moins contraignant en termes de salary cap, mais ma foi, c'est win-win quoi. Donc c'est vraiment cool. Ça reste un match qui a laissé des traces avec 2 blessures importantes. Jalen Smith qui a joué que 2 minutes dans ce match parce que sur un post-up de Karl Anthony Towns, il a pris un grand coup d'épaule, pleine tronche. Il est resté au sol pendant toute une possession. Les mecs jouaient autour de lui et l'autre il était au sol. Et au final, bah, il est sorti et il était en protocole commotion parce que bah, voilà, il était à la rue. Ça lui a fait louper le match à Phoenix et il devrait louper le match de ce soir contre Philadelphie aussi. Ayo aussi s'est blessé sur ce match-là, blessure assez bizarre où il vient tenter de récupérer la balle dans les mains de, je crois que c'est Bronson, et en fait son bras vient se prendre dans le bras de Bronson et du coup ça le tord un peu, et donc il s'est blessé à l'épaule gauche, euh, et c'est l'épaule qui a le plus morflé, et lui aussi donc il a loupé le match contre Phoenix, et est très très incertain pour le match de ce soir, donc on va voir. Et donc ce match à Phoenix de samedi, que donc Smith et Ayo ont loupé, pareil, un peu comme à New York, match perdu dans les derniers instants, malgré une prestation qu'on va dire, allez, relativement correcte. Il y a eu des bons efforts par-ci par-là, un match plutôt sympa à suivre. Et encore une fois, un Josh Giddey assez énorme avec un nouveau double-double. Cette fois, c'était 24 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. Donc il a flirté avec le triple-double. Mais surtout, voilà, ce qui est intéressant à retenir sur les 2 matchs là de la part de Josh Giddey, c'est son énergie défensive qui ressort, c'est son placement, c'est les mains actives, c'est sa lecture du jeu adverse, c'est son implication tout simplement pour vraiment, voilà, être là en défense, pas juste, quoi, comme il l'a dit en début de saison, je sais que je suis pas un super défenseur, mais au moins pas être le maillon faible et pas être un type qui est tout le temps exploité. Et sur ces 2 matchs, et déjà par séquence,
juste avant la deadline, on avait vu ça, des efforts défensifs. Donc il y a un vrai progrès à ce niveau-là. Mais on l'a déjà vu faire des matchs de ce genre plus tôt dans la saison, par-ci, par-là, pas de manière régulière. Tu vois, il y a un match où il était excellent, puis le match d'après, l'inverse complet. Donc en fait, ce qu'il faut pour lui, c'est qu'il continue sur cette lancée en fait. Et là, il reste 25 matchs maintenant, et il doit euh, faire ça jusqu'à la fin, montrer qu'il est capable de faire ça régulièrement. Peut-être qu'il va le faire parce que il est en recherche d'un contrat et qu'il va terminer la saison en trombe, il va être énorme et, et il va aller chercher ce gros contrat. Et si c'est le cas, voilà, c'est toujours le problème. Euh, Est-ce que il fait ça pour chercher ce contrat et une fois qu'il a ce contrat, tu vois plus grand-chose? Et il y a plein de joueurs dans l'histoire de la ligue qui ont fait ça, hein, qui ont été énormes sur euh, les 2, 3 derniers mois de la saison, puis une fois que leur contrat est signé, tu les vois plus trop. Donc aux Bulls de ne pas tomber dans le piège, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais bon, s'il fallait que les Bulls réfléchissent, hein, s'ils étaient malins, on le saurait depuis un moment. Donc on va voir comment ça se déroule. Ce qui est sûr, c'est que là, Josh Giddey fait des matchs vraiment intéressants. À voir si ça vaut de le prolonger pour la suite, mais ça c'est une question pour la fin de saison. Mais là, sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs, clairement, il fait des matchs de grande qualité. Donc profitons-en pendant que c'est le cas. Et puis après, on verra si ça vaut le coup de le garder pour la suite, quoi. Il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé sur ce match et qui avait déjà été le cas contre New York, on l'a dit là, c'est le banc. Le banc, alors surtout avec l'absence de Ayo, de Williams et de Smith, voir un banc aussi productif, ils ont mis 39 points, une adresse assez intéressante, pas mal de rebonds, pas mal d'activités défensives. Phillips qui s'est encore montré, qui a fait plein de choses, voilà, actif défensivement, les mains actives, des contests, un bon contre, des interceptions. Des 3 points de l'autre côté, il a encore été intéressant. Dalen Terry, ça par contre je comprends pas. Euh, Contre New York, même pas rentré en jeu. Mais c'est vrai qu'on développe pas nos gars, hein, parce que bon, ouais, pourquoi on se ferait chier à développer nos jeunes après tout, hein. Ça sert à rien de les observer, voir ce qu'ils sont capables de donner. Et là contre Phoenix, il rentre 4 minutes dans le deuxième quart-temps. Et il fait des super trucs. En 4 minutes, tu le vois. Des mains, il coupe des lignes de passe, il provoque des pertes de balles chez les Suns. Il va claquer un super dunk en transition. Il est actif au rebond, il fait des box-out. Bon, bah, Billy Donovan a dit ok, c'est cool, mais je te remets pas. Donc, il a joué 4 minutes dans le quatrième quart-temps et après, on l'a pas vu. Donc, pourquoi faire? Pourquoi faire? Après tout, hein, on cherche tellement à gagner qu'on fait pas jouer les types qui ont de l'impact en défense. Donc, ma foi, tu sais, c'est pas du tout contradictoire ce qu'on fait. Non, non, tout va bien. Il y a vraiment une ligne directrice qui est claire et nette. Tout va bien dans cette franchise. Mais bref, on va pas refaire les mêmes topos que sur les dernières vidéos. Euh, Encore une fois, les nouveaux qui viennent d'arriver, qui continuent voilà, de montrer des bonnes choses, des automatismes, etc. Vu que Smith n'est pas là, Collins a montré des bonnes choses. Jones a été actif, Kevin Huerter a mis des bons paniers à 3 points, il est de plus en plus en confiance. Et ce qui est intéressant avec Collins, c'est qu'il te permet de faire autre chose défensivement que quand tu as Vooch, quoi. Notamment sur les pick and roll où Vooch il est tout le temps perdu. Et d'ailleurs, Phoenix a exploité ça à plusieurs reprises, notamment en deuxième mi-temps. Et avec Collins, tu peux proposer autre chose. Et on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Vooch, sur les pick and roll, quand l'adversaire fait un pick and roll, il monte pour euh, rester proche du pivot qui vient faire l'écran sur le pick and roll adverse. Et il hésite toujours à est-ce que je reste près du pivot qui est éloigné du cercle, mais derrière ça laisse des espaces, ou est-ce que je retourne vers le cercle mais je laisse mon gars tout seul. Et comme il est toujours là à hésiter, et ben du coup il reste au milieu. Donc son mec il reste démarqué et il y a de l'espace derrière. Donc soit je règle un des deux problèmes, mais là comme il hésite sur lequel régler, et bah du coup t'as deux problèmes. Et du coup bah tu prends des points au cercle parce que comme il va à 2 à l'heure, bah il n'a pas le temps de revenir pour faire un contest quand il y a la passe vers l'intérieur. Donc Collins déjà beaucoup plus de vitesse latérale pour s'il décide de retourner vers le cercle pour protéger le cercle, il est capable de le faire de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Mais surtout, il n'hésite pas. S'il doit rester loin du cercle pour rester sur son gars, il reste vers le cercle. Et là, il est beaucoup plus capable de le faire. Et ça, Vooch le fait jamais, quoi. Et quand Collins est resté sur son gars, quitte à laisser de l'espace derrière, mais les autres mecs, voilà, il y a une communication. Je reste en haut, là, allez protéger le cercle. T'as des mecs qui se rapprochent. Voilà, Phoenix a déjà eu un peu plus de mal à ce niveau-là. Donc il y a clairement
des petits trucs défensifs qui sont plus pratiques et plus faciles à mettre en place avec Collins qu'avec Vucevic. Ce qui est quand même une surprise pour absolument personne, parce que Vucevic en défense, hein, voilà quoi. On a vu d'autres trucs intéressants dans ce match. On a vu Matas défendre sur Kevin Durant, Phillips aussi d'ailleurs. Et ça, c'est super pour leur apprentissage, quoi. On a vu les mecs être livrés en 1 contre 1 sur KD. Ça m'a fait un peu penser à la saison rookie de Patrick Williams, où on le mettait sur LeBron, on le mettait sur Giannis, etc. Et là, donc, on a vu Matas, surtout en première mi-temps sur KD. Il lui a mis un 3 points sur la tronche. Il s'est plutôt bien démené, mais après, bon, bah, Kevin Durant, ça reste Kevin Durant, hein. S'il veut scorer, il score et tu peux absolument rien faire, hein. Mais voilà, il lui a fait la misère comme il l'a fait à tout le monde. Même Phillips en fin de match, bah, il est sorti sur 6 fautes parce que KD, avec, ses, avec ses feintes, avec sa taille, voilà, il lui a mis la misère. Il est allé chercher des lancers précieux sur la fin. Mais voilà, c'est Kevin Durant. Et d'ailleurs, même si Phoenix fait une saison dégueulasse, bon bah Kevin Durant il est là, hein, il fait son taf. Et d'ailleurs, après le match, il a eu beaucoup de bons mots pour Matas Bouzelis, pour l'encourager, pour dire qu'il suivait ce qu'il faisait, qu'il trouvait son profil intéressant, ses qualités athlétiques par rapport à sa taille, tout ce qu'il était capable de faire, et que clairement c'était une pièce importante pour le futur des Bulls, et que c'est quelque chose qui suit de loin. Mais voilà, de l'avoir face à lui, ça lui permettait d'observer ce qu'il était capable de faire et qu'il aimait beaucoup ce que Bouzelis était en train de faire. Donc voilà, je pense que pour le moral de Bouzelis, savoir que Kevin Durant l'apprécie et qu'il aime ce qu'il fait, ça peut tu vois, mentalement, moralement, ça peut lui donner une confiance assez énorme. Donc à voir pour la suite comment ça va se passer. Euh, Kobe a été discret en première mi-temps, mais il faut en parler parce il s'est passé pas mal de choses en deuxième mi-temps de sa part. Il s'est salement tordu la cheville au début du troisième quart-temps et il est parti en boitant au vestiaire. Et là, tu te dis, ouais, ça pue quand même. De le revoir revenir 5 minutes après, tu fais, c'est sérieux là? Et en fait, il a expliqué lui après le match que, en fait, il s'est tordu la cheville genre une vingtaine de fois cette saison. Et là, quand ça s'est produit, il était plus frustré que vraiment emmerdé par la douleur, quoi. C'était juste, oh, putain, j'en ai marre de me tordre la cheville encore et encore et encore, plutôt que, ah, j'ai vraiment trop mal, je peux pas continuer. Donc il est allé au vestiaire, il a remis du tape autour, il est revenu, et c'est à ce moment-là qu'il a été le meilleur, en fait, parce que sur son match à New York, il a été très très moyen, pour pas dire mauvais. Et les matchs avant la deadline, avant la trêve, il était pourri aussi, hein, avec des matchs à 5, 6 points, avec des pourcentages immondes, 20% au shoot. Et là, pareil, la première mi-temps, bon, ben, pas grand-chose. Et quand il est revenu après s'être tordu la cheville, bizarrement, c'est comme s'il s'était dit, bon, allez, maintenant que je reviens, il faut que, tu vois. Et euh, le mec, il a commencé à attaquer le cercle, à provoquer des lancers, à rentrer des gros shoots. Il a mis un end-one pour égaliser à 111 partout. Euh, c'est là qu'il a été le plus solide, quoi. Donc, il a fini avec 8 points et 8 passes décisives. Donc, c'est plutôt encourageant de sa part. Donc, surtout après voilà, les matchs affreux qu'il a fait depuis quelques temps. Donc, si sa cheville lui permet de jouer, il est incertain pour ce soir contre Philadelphie. Là, c'est une deuxième mi-temps encourageante et on va voir s'il est capable d'enchaîner sur ça, de construire sur ça. Parce que c'est vrai que les derniers matchs, quand même, c'était franchement dégueulasse. Donc là, s'il est capable de jouer ce soir contre Philly, on va voir s'il est capable d'enchaîner un petit peu, quoi. Donc ouais, ce soir, déplacement à Philadelphie, qui a perdu 7 matchs de suite, et nous on en a perdu 6 de suite, donc là c'est quand même une dynamique extrêmement intéressante pour les deux équipes. Mais c'était déjà le cas avec Phoenix, hein, on avait perdu 6 de suite, et Phoenix en avait perdu 5 ou 6 de suite aussi, donc euh, c'est un match où Joel Embiid est très très incertain, comme pour le reste de la saison d'ailleurs. Tyrese Maxey est incertain aussi côté Philadelphie ce soir. Nous, bon ben, Jalen Smith ne devrait pas jouer. Dosunmu, il y a un gros risque. Kobe, c'est pas sûr non plus. Et il manque évidemment Patrick Williams. C'est un match qui risque d'avoir des implications pour la loterie, pour la fin de saison, parce que Philadelphie est pas loin derrière nous, même s'ils continuent de perdre beaucoup de matchs comme nous. Donc ils n'arrivent pas à nous passer devant, ils n'arrivent toujours pas à nous passer devant. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est Brooklyn, qui a battu Philadelphie justement ce week-end. Et là, ce soir, ils jouent les Wizards. Sachant que si Brooklyn gagne ce soir contre les Wizards et que nous, on perd à Philadelphie, Brooklyn nous passe devant et on sort de la 10e place qu'on occupe depuis le 1er janvier.
Je sais pas si tu te rappelles, la saison dernière, du 8 janvier jusqu'à la fin de la saison régulière, on était à la 9e place, on n'a pas bougé. Pendant 3 mois, on n'a pas bougé. Là, depuis le 1er janvier 2025, on est 10e. On n'est pas monté 9e, on n'est pas descendu 11e, on est 10e. Ce soir, pour la première fois, ça peut changer. Il faut que Brooklyn gagne et que nous, on perde. Et on sortirait du top 10, on sortirait du play-in, et on continuerait notre tanking déguisé. Parce qu'en fait, ils ont beau dire qu'ils essayent de gagner des matchs, en fait. Et encore, je sais même pas, parce que si on tankait vraiment, on donnerait plus de minutes à Terry, on en donnerait moins à Vooch, etc. Donc, Alonso Ball aussi. Donc, en fait, on tank pas vraiment, c'est juste qu'on est nul. C'est juste qu'on n'est pas bon. C'est bien ça le problème, c'est que les défaites, là, elles sont pas du fait qu'on cherche à perdre, elles sont du fait qu'on est juste pas bon. Voilà, alors qu'on voudrait être bon. Alors qu'on devrait pas être bon. Mais c'est les Bulls. Donc bref, autant descendre le plus possible au classement et on peut compter que sur les autres parce que nous on n'est pas foutu de faire ce choix-là. Donc il faudrait idéalement perdre ce soir et que Brooklyn batte les Wizards. Comme ça on passe 11e et Philadelphie s'approche, peut nous passer devant aussi. Et après, bah là on a aussi Toronto qui est pas loin derrière et on les joue vendredi. Donc c'est une semaine où ça pourrait, en termes de loterie, en termes de classement pour se mettre bien à la loterie, ça peut amorcer quelque chose d'intéressant. Tu vois, si on fait ce qu'il faut. Mais c'est les Bulls, donc on sait jamais avec ces cons. Donc on va gagner le match de 20 points ce soir à Philadelphie parce que bah aussi les gens plein d'absents, donc ça peut être un match. Voilà, qui va être le plus pourri et voilà, on est capable de gagner ce match-là, tellement on est con. Donc bref, on va voir ça. On va suivre ça. Et puis d'ici la fin de saison, on va essayer voilà, de rester calme et puis faire en sorte de pas trop s'énerver quand tu vois que Terry joue 4 minutes en 2 matchs. Et puis, et puis voilà. Et puis voilà, on va observer, on va essayer de chuter au classement le plus possible, même si les Bulls, eux, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais bon, c'est ce qui va se passer logiquement parce qu'on n'a pas les armes pour faire autre chose, tout simplement. Donc voilà, prochaine vidéo, je sais pas trop parce que ouais, je vais pas avoir trop le temps là en milieu de semaine. On verra bien. On verra bien. Mais bon. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, mieux que les Bulls, hein, j'espère. Et puis à très bientôt. Ciao, go Bulls.